Si on veut aller plus loin, peut-on ne plus traiter la vigne? Et dans la démarche XP, on a abordé cette question à travers une méthode de conception, d'expérimentation, d'évaluation de systèmes viticoles innovants. Et donc l'idée ici, c'est de viser la haute efficience environnementale d'utilisation des produits phytosanitaires. Alors, si j'avais voulu avoir un petit peu plus de place sur le titre, effectivement, il aurait fallu rajouter « Peut-on ne plus traiter la vigne tout en faisant du bon vin en quantité suffisante ?» Donc, sur cette question-là, l'état des lieux, on va faire rapide, hein, on en a déjà beaucoup parlé ce matin. L'IFT moyen, c'est ce qu'a annoncé Laurent, 14,7 en France, avec 19 passages sur les dernières enquêtes. Et sur ces IFT moyens, 80% concernent les fongicides, et plus particulièrement le mildiou et l'oïdium, pour 96% de ces applications. Donc s'intéresser à la réduction des IFT, c'est d'abord s'intéresser à la maîtrise de ces deux maladies-là. Les aspects herbicides, on les verra cet après-midi dans une autre intervention. Les insecticides peuvent être largement également réduits on l'a parlé, par la confusion sexuelle ou d'autres techniques, malgré effectivement certaines obligations liées à la maîtrise de la flavescence dorée. Donc bonjour à mon tour, je fais une première petite apparition pour vous situer un peu le cadre dans lequel on a travaillé. Alors qu'est-ce qu'il faut voir sur cette diapo? Arc méditerranéen, puisque je pense que là vous venez d'un petit peu partout en France, on entend région PACA, Aix-Languedoc-Roussillon et Sud-Drôme, pour vous situer un petit peu la zone. Qu'est-ce qu'on appelle XP dans notre cas de travail? C'est important que vous reteniez ça par rapport aux diapos qui vont être présentées après. On est dans des études de système, c'est-à-dire des parcelles conduites en grand travail, une vingtaine d'arts au moins, conduites par l'exploitant ou le chef de culture quand on est en station sur lequel on se situe. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre d'XP comparative avec répétition ou bloc. Donc il faut bien avoir ça en tête par rapport aux autres diapos qui vont être présentées et au type d'analyse qu'on peut en faire. On a quand même conservé sur ces sites une zone témoin non traitée pour pouvoir évaluer la performance des choses qu'on a pu tester. Et ce qui est intéressant à regarder sur cette diapositive, c'est du point de vue... Alors déjà pour vous situer un peu le niveau de pression, là aussi pour relativiser par rapport à ce qui se passe dans votre région. Donc on a fait 3 classes, pas de symptômes du tout, ce que vous aurez en vert, de 1 à 10% de symptômes, c'est-à-dire ce qu'on a considéré de façon arbitraire et discutable des symptômes acceptables, ce que vous le verrez en jaune, et plus de 10% d'intensité d'une maladie ou l'autre sur grappe, on a considéré que ça n'était pas acceptable, là aussi c'est discutable mais ça permet de fixer les idées, c'est en rouge. Ce que vous constatez, c'est que globalement, dans notre région d'études, on voit plutôt du rouge sur l'oïdium et dans à peu près 50% des cas qu'on a pu étudier. Ce qu'on appelle un cas, on a 6 zones d'essai fois 4 ou 5 années d'études, selon comment on compte. Donc on est plutôt dans une région à thématique oïdium. Le mildiou est moins présent, même s'il est, c'est lié à la pluviométrie qui est relativement irrégulière chez nous. Ça, c'est le premier point. Le second point, qui nous a surpris, mais qui est en relation avec des choses qu'on avait déjà vues sur un certain nombre d'autres essais, vous voyez pas mal de vert. Alors sur le mildiou, c'est lié à la pluviométrie, mais on a aussi été étonné sur l'oïdium, c'est-à-dire énormément de situations avec une absence totale d'oïdium sur les zones non traitées, voire une faible présence d'oïdium sur les zones non traitées, c'est le vert et le rouge. Et ça, c'est en mettre en relation avec tout un champ de discussion et de questions aujourd'hui posées, qui est l'appréhension de toutes les situations où l'oïdium n'est pas présent. Ça paraît simple comme ça, sauf que pour l'instant, où, pourquoi et comment on le prévoit, toute la difficulté est là. Donc on y reviendra tout à l'heure sur d'autres diapositives. Juste un petit focus sur la méthode qu'on a employée, qui montre quoi? Que c'est une méthode avec plusieurs étapes qu'on a mis en place dans ce réseau XP, basée sur la mobilisation de connaissances expertes qui permettent de construire des expérimentations qu'on met en œuvre sur le terrain, qu'on évalue, qu'on réajuste avec une boucle de progrès avant une diffusion ou un transfert. 2 étapes préalables sont nécessaires à cette construction d'essai, c'est de fixer des objectifs et des contraintes dans lesquelles vont s'installer ces expérimentations. C'est l'étape 1, ce qu'on a appelé le cadre d'objectifs et de contraintes, et s'appuyer sur une vision commune qu'on a du système. On travaille à l'échelle de la parcelle, avec des bornes à ce système-là, et qu'il est important de caractériser dans son fonctionnement pour comprendre comment les leviers que l'on peut mobiliser vont agir sur ce système-là et permettre au système de fournir les objectifs attendus en termes de performance et de résultats. Tout ça est formalisé effectivement dans une méthode qu'on a mise en œuvre. On parle de modélisation conceptuelle de l'agrosystème viticole, mais l'idée est là pour une construction d'une expérimentation. De fait, les essais conçus, on peut les classer, comme l'a déjà un petit peu abordé Laurent, suivant une trajectoire de transition vers l'agroécologie. On en a parlé à l'introduction ce matin. Et on peut classer effectivement les essais conçus suivant le gradient d'efficience, de substitution et de reconception que l'on peut avoir. Dans les essais qu'on a mis en place, cette efficience-là, et effectivement c'est ce dont on va parler le plus dans notre intervention,
on se retrouve avec des efficiences de lutte avec des règles de décision, on est E1, avec une intermédiaire E2 par exemple, d'atténuation en culture, pour aller vers des reconceptions plus fortes qui aborderont des systèmes qu'on planterait avec des cépages résistants par exemple, on pourra en parler cet après-midi, mais là on est sur effectivement efficience, système en place, et on regarde quelles sont les règles de décision qu'on est capable de concevoir. C'est là-dessus que vont être basés nos résultats. Donc là, moi, je vais faire défiler quelques diapos où je vais centrer mon propos sur ce qu'on a fait en matière de protection contre le milieu et contre l'oïdium, et en évaluation en termes d'IFT et de présence de maladies. Et quand j'aurai fini ma partie, il faudra tenir un petit peu, même si c'est qu'on est en fin de matinée, Raphaël reprendra la parole pour avoir une vision un petit peu plus globale des systèmes sur lesquels on a travaillé. Ce qu'il faut retenir sur nos objectifs, c'est qu'on a rentré quand même l'idée d'accepter une partie de vendange altérée. Ça, c'est un point central, mais réduction d'IFT et zéro symptôme, c'est des choses qui vont être qu'on va avoir du mal à faire converger. Qu'on a plutôt choisi d'avoir un niveau de prise de risque acceptable, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un itinéraire de rupture fort, et ça, c'est un reproche qui nous a été parfois fait dans les échanges avec les collègues des fermes. Ceci dit, il faut se replacer quand même par rapport à ce que je vous dis sur des réflexions qui ont été faites en 2010-2011 pour des démarrages 2012. Donc, ce qui nous paraît peut-être plus acquis maintenant, il n'était peut-être pas autant que ça en 2010-2011. Et on a eu deux types d'itinéraires techniques testés, ce que vous retrouverez sous le nom d'IPM-50, peu importe les initiales, mais il faut entendre derrière ça des stratégies avec des produits conventionnels qu'on a essayé de réduire au maximum, ou quand on a dû traiter, on a ciblé dans des produits à profil écotox les plus favorables possibles, par exemple en s'interdisant les produits CMR. Et un autre axe de travail qui a été de travailler sur l'axe bio, ce qu'on a appelé InnoBio. L'idée au départ était de réduire au maximum cuivre et soufre et de faire rentrer le plus de solutions alternatives possibles. Objectivement, sur ce point-là, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sur la dent. Il y a quelques points sur lesquels on a travaillé, mais les dites solutions alternatives auxquelles on pensait en 2010-2011 ont tardé un petit peu à arriver, voire tardent un petit peu à arriver. Je fais abstraction du débat sur le soufre. Globalement, il y a trois grands axes qui fixent les règles de décision qui permettent de dire on traite ou on ne traite pas. Donc là, c'est ciblé sur l'oïdium. Il y a tout un axe classique qui est de se caler sur des stades phéno et des aspects météo et des observations de symptômes. Les deux points qu'on a choisi d'appliquer, où là on rentre dans l'idée d'utiliser des thématiques qui ont été validées par des experts petites parcelles et qu'on essaie de travailler en grandes parcelles en le combinant entre elles. Deux thèmes, une libre appréciation, je ne sais pas où est Laurent, mais une appréciation locale des thématiques travaillées dans le cadre du pôle Medium. Bon, l'idée générale étant de traiter plutôt tôt et d'arrêter plutôt tôt. Vous allez voir tout à l'heure à quoi ça fait référence. Et l'application des réductions de doses de façon quasi systématique. Comment ça se traduit en termes de calendrier de traitement? Donc n'essayez pas forcément de lire tous les détails, mais qu'est-ce qu'il faut voir? Donc là, en s'intéressant à l'oïdium, on a conservé une étape de... Alors les flèches là, jaune, verte et violette, en fait, traduisent des stades phénologiques différents. Attention, ce n'est pas forcément un calendrier, c'est des stades phéno différents. L'idée, c'est de maintenir sur l'oïdium un traitement obligatoire à la floraison et un autre obligatoire avant floraison. Donc en gros, de couvrir la période établissement des jeunes feuilles floraison, sans démarrer pour autant trop tôt. Donc, on s'est autorisé, ou on s'est permis, ou on a décidé d'avoir un minimum de 2 traitements obligatoires. Ce qui est fait avant ou après rentre dans le domaine de l'optionnel. Avant, pourquoi? C'est des traitements qui seraient liés ou qui seront liés au bilan de fin de campagne année N-1, c'est-à-dire une année N-1 non satisfaisante, on démarre un petit peu plus tôt, ce qui va nous faire basculer de 2 à 3. Et ce qui se passe après, ça serait, c'est une règle de décision basée sur l'évaluation de ce qu'on a fait et l'éventualité que ce qu'on a pu faire n'ait pas été satisfaisant, mauvaise règle de décision, conditions climatiques exceptionnelles, peu importe, donc une évaluation qui peut déclencher un traitement supplémentaire. Donc une phase obligatoire de traitement plutôt qu'un, et des phases optionnelles avant et après. Vous voyez sur la ligne au-dessus des flèches colorées que quand il y a traitement, ils sont faits optidosés, c'est-à-dire à dose réduite, si ce n'est celui de la floraison. Et ensuite, rentrez pas trop dans le détail de ce qu'il y a au-dessus, mais après, il y a forcément des règles d'observation, c'est-à-dire on observe, oui, dès qu'on observe, on compte et on se fixe des seuils. Et c'est là où la partie transfert, potentiellement, devient un petit peu plus compliquée. À retenir quand même qu'en termes d'observation,
en cours d'essai, on est arrivé à un système où on ne valide qu'une seule observation obligatoire et incontournable. C'est celle qui est mise à un nouveau stade qu'on a inventé à l'occasion, qui est le stade grain de poivre, qui consiste en fait à valider l'efficacité de nos deux traitements préalables. Quand est-ce que tombe cette observation? Eh ben, à une dizaine de jours à l'issue de la rémanence de notre traitement floraison. Qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Alors j'entends par résultat IFT, et Raphaël parlera ensuite de dégradation de la vendange. Comment se lit ce graphique? Vous avez en ordonnée les intensités d'oïdium des témoins non traités. Donc ça c'est pour fixer l'état de pression phytosanitaire dans lequel on a travaillé, toujours sur l'oïdium. Et vous avez en abscisse les valeurs d'IFT. Les points jaunes, eh ben, ce sont les valeurs obtenues sur les situations testées, et les points violets, ce sont les gris, pardon, ce sont les valeurs obtenues sur les situations de référence, en général une parcelle à côté, l'exploitation sur laquelle on travaillait. Petit biais dans les chiffres, forcément on travaille chez des gens plutôt intéressés par le sujet, donc on a des références en général plutôt plus basses que ce qu'on va trouver de façon large sur les zones sur lesquelles on travaille. Mais globalement, qu'est-ce qu'on constate? Eh ben, c'est qu'en tendance, on a quand même toujours eu des valeurs d'IFT plus basses que les situations de référence qu'on a choisi d'utiliser. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'on a quand même une situation de très forte pression. Ah non, le second point, c'est que la courbe a une pente. C'est-à-dire que nos règles de décision s'adaptent au niveau de pression phytosanitaire. Ce n'est pas l'idée, je fais 2 traitements et puis stop. Donc on a quand même une augmentation des traitements et des IFT quand la pression augmente. Donc ça valide un peu quand même les règles sur lesquelles on s'est basé. Ensuite, on constate qu'on a une situation de très forte pression, c'est là où on a du mal à réduire. Il y a 2 points jaunes qui sont plutôt plus bas, mais globalement, ça a été des points de début de programme et ça a été plutôt des situations d'échec, donc c'est plutôt les points sur le haut qu'il faut regarder. Point suivant, vous avez tout l'axe 0%, et on constate que quand il n'y a pas de symptômes du tout, même sur du témoin non traité, eh bien on traite. Pourquoi? Parce qu'on a 1 ou 2 traitements obligatoires et parce qu'on bute sur cette difficulté d'appréhension de la présence du parasite a priori. Mais malgré tout, on traite moins que ce qui se fait sur nos références. Et puis vous avez tout l'axe entre 1 et 20%, où là, on est plus dans des règles de décision, où ce qui va faire la variation, c'est les observations, la présence ou pas de certains symptômes. Je ne m'étale pas trop, alors là c'était les prototypes avec produits conventionnels, je ne m'étale pas trop sur le prototype bio, grosso modo on a la même tendance, pas vraiment de référence à afficher parce qu'on était quand même sur des exploitations conventionnelles, donc là c'était un peu compliqué de trouver des points de référence, mais grosso modo si on avait voulu les inventer un peu, on aura à peu près le même type de points gris et de courbes grises que ce que j'avais sur le graphique précédent. Si on veut traduire ça en moyenne, alors c'est toujours délicat, les moyennes, surtout nous à l'échelle où on travaille, qui paraît homogène du point de vue de Bordeaux ou de la Champagne, mais qui est quand même un petit peu hétérogène de nos points de vue. Bon, grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à une référence, on réduit de façon assez significative les IFT. Ce qui apparaît en vert, c'est les grosses difficultés graphiques auxquelles on se heurte dès qu'on veut parler de biocontrôle et qu'il y a du soufre qui est utilisé. Donc retenez que grosso modo, quand c'est du vert, c'est du soufre, ce qui ne simplifie pas l'interprétation. Bon, grosso modo, on réduit de façon significative les IFT et toujours un petit peu moins sur les processus bio. Pourquoi? Parce que le soufre prend une part importante, donc rémanence plus courte, donc lessivage, et donc l'écart par rapport aux pratiques actuelles est plus difficile à réduire. Et peu de solutions alternatives à notre disposition. Sur le mildiou, c'est finalement des choses plus simples, enfin en tout cas en termes de raisonnement, et en tout cas pour nous. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on retombe sur des choses assez classiques de règles de décision par rapport à de la pluviométrie et de l'acceptation d'un certain niveau de risque sur les premières pluies qu'on va laisser passer. En le simplifiant à l'extrême, c'est plutôt ça, et on retrouve toujours de la réduction de dose à chaque traitement. Là aussi, j'insiste pas trop sur ce graphique parce que pour notre région, c'est quand même vraiment l'oïdium le point central et le point qu'il faudrait débloquer si on veut vraiment réduire les intrants. Juste pour vous dire que sur cette diapositive par rapport à la précédente, il n'y a pas d'idée d'obligatoire et il y a beaucoup plus des si, des où, des alors, des comment on fait. C'est typiquement les histoires de comment on appréhende une pluviométrie plus ou moins importante dans un contexte de présence de symptômes plus ou moins importants. Même type de conclusion, on réduit de façon significative les IFT sur nos dispositifs. Clairement, sur l'oïdium, c'était lié à l'application de stratégies floraison, pré-floraison. Là, c'est très clairement lié à des stratégies avec un niveau de risque un petit peu plus élevé que ce qui se fait chez les viticulteurs de référence. Du coup,
Si on s'en tient à l'analyse des systèmes qu'on a voulu tester, c'est-à-dire des calendriers de traitement qu'on a voulu tester, donc j'insiste bien sur le fait qu'on a une limite de traitement sur la prévision de l'absence de symptômes. Donc pourra-t-on faire du vin avec 0 traitement? Ça sera sans doute pas suffisant, en tout cas au point où on en est. Mais peut-être que dans la journée, avec les interventions sur la variété résistante, on verra qu'il y a d'autres pistes qui s'ouvrent. Clairement, les situations de forte pression, aujourd'hui on est en difficulté pour trouver des programmes à faible taux d'intrants dans les situations de très forte pression, notamment du point de vue de l'oïdium. Il y a quand même un minimum d'observation, au moins une, et ça en termes de transfert c'est un vrai sujet. On arrive à voir quand est-ce qu'il faudrait la faire, mais encore faut-il la faire, faut-il avoir des seuils, et faut-il ensuite respecter les seuils qu'on s'est fixés. Et sur le milieu, on est quand même dans une notion de petite prise de risque. Et si on n'admet pas cette prise de risque, on ne pourra pas avancer sur la réduction d'IFT. On ne peut pas se contenter d'analyser nos résultats sans regarder les autres performances attendues. Comme je disais, c'est faire du bon vin et en quantité suffisante. Donc croiser les résultats avec ces critères d'évaluation supplémentaires. Ici, je vais prendre un tout petit peu de temps pour présenter ce graphe. Vous avez en axe des abscisses la réduction d'IFT. Donc lorsqu'on va vers la gauche, on va réduire l'IFT. Et puis l'axe vertical, c'est la réduction ou l'augmentation de rendement. Donc des pertes ou pas de pertes, voire parfois des augmentations par rapport à un objectif de rendement. Pour faciliter la lecture de ce graphique-là, j'ai positionné une cible, en fait, une cible verte à 2 couleurs, qui est finalement la zone dans laquelle on doit se situer si on veut à la fois réduire l'IFT. La zone vert foncé, c'est plus de 50% de réduction, et puis ne pas perdre de rendement. On voit déjà qu'on a beaucoup de points qui sont dans cette zone-là, avec des réductions d'IFT qui sont au moins au-delà pour la majorité des 25% de réduction qui est l'objectif 2020 d'Ecofito. Et puis un ensemble de points qui sont un peu en dessous de la... où on a réduit l'IFT mais on n'a pas atteint le rendement. On peut se poser ces questions-là, effectivement, est-ce que l'objectif était bien fixé ou est-ce que tout n'est peut-être pas forcément à jeter sur ces aspects-là. Globalement, encore une fois, comme on l'a pu le dire déjà précédemment, baisse d'IFT n'est pas égale à baisse de rendement. Rendement, qualité, donc même graphique, mais cette fois-ci avec les dégâts qu'on a pu observer à la vendange. Là encore une fois, donc l'IFT en axe horizontal et puis les dégâts à la vendange en axe vertical. Et la cible, donc où on veut être, et on voit qu'effectivement la majorité des points se retrouvent quand même avec une bonne qualité de vendange, malgré une réduction d'IFT qui peut être parfois importante. Et parfois, là encore une fois, des différences certes de qualité discutable ou non tolérable de la vendange, mais qui ne sont pas liées forcément à une réduction d'IFT, puisqu'on voit qu'effectivement on peut avoir des échecs qui ont conduit à traiter plus et pas forcément récupérer la qualité. Qualité, rendement pour les aspects vraiment économiques, de performance des exploitations. On peut y associer aussi d'autres critères, comme par exemple le temps de travail, ce sera mon dernier graphe, où là aussi on voit que on n'augmente pas forcément le temps de travail lorsqu'on cherche à réduire les IFT. Et globalement, les stratégies avec les produits conventionnels sont tous dans une gamme de plus ou moins 10% d'augmentation de temps de travail qu'on considère comme acceptable. Là, encore une fois, il faut se donner des compromis et tolérer certains changements. Sur la partie InnoBio, on est un peu moins performant, mais effectivement, on a construit ces prototypes-là avec d'autres objectifs, où on a voulu faire des interventions manuelles au préalable pour mieux contrôler les maladies qui n'ont pas forcément été couronnées de succès. Qu'est-ce qu'on peut transférer? On a déjà abordé ces questions-là. Ça fait écho aussi à la séquence précédente sur finalement sans doute la méthode et la façon, les changements d'état d'esprit qu'on doit adopter pour arriver à modifier ses pratiques, plus qu'un programme type de traitement. On fait écho aux conseillers. Une adaptation avec l'échelle de la parcelle, comme je l'ai abordé dans la méthode, et puis au passage à l'échelle de l'exploitation. Donc là, renforcer encore l'idée du rôle des défis fermes pour démontrer la maîtrise possible des risques, comme l'a expliqué Bernard, par rapport aux règles de décision, et mieux adapter ces règles de décision au travail du viticulteur. Et finalement, Défi XP doit continuer à tracer cette voie vers le changement, vers plus d'agroécologie, on en a aussi parlé en introduction, utiliser effectivement différents leviers, pas seulement celui de l'efficience, même s'il peut être le fil conducteur sur certaines pratiques, utiliser des résistances génétiques, gérer aussi des parasites secondaires, on pourra en parler éventuellement s'il y a des questions, et puis intégrer aussi les nouvelles technologies, ça c'est l'intervention juste après qui va en parler. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.